Fait que 2026, quelque chose est en train de changer. Ce deadline-là aurait pu être valide en 2024, aurait pu être valide en 2025. C'est encore valide en 2026. Euh, Puis la nature du changement qu'on est en train d'observer en ce moment est super bien exemplifiée par un phénomène qui s'appelle OpenClaw. C'est un peu comme le porte-étendard de cette nouvelle vague-là. Euh, OpenClaw, je vais m'en servir comme exemple. Vous l'avez peut-être vu dans les nouvelles. Ça s'appelle aussi CloudBot. Il a changé de nom plein de fois. Euh, c'est un framework d'agent autonome, en fait. Vous pouvez lui parler, le connecter à vos affaires, laisser être votre assistant. Euh, Puis, ce qu'il y a de particulier, ce projet-là, c'est qu'il a à peine 2-3 mois d'âge, puis il a explosé en popularité de façon complètement phénoménale. Si vous regardez le graphique que j'ai mis ici là, sur la slide, ça, c'est les étoiles GitHub. Tu sais, les étoiles sur GitHub, c'est un peu comme des likes sur du code open source, là. Puis ici, on voit la trend line qui est complètement lunaire, qui est comparée aussi avec certains des plus gros projets de l'infrastructure moderne de l'Internet, là. Fait que c'est comme du jamais vu, là. C'est un genre de hype complètement unique. Euh, Tout le monde en parle. Le- il y a des podcasts là-dessus, des articles, des tutoriels. Il y a Elon Musk qui s'en mêle, OpenAI, toute la patente. Euh, Fait au final, qu'est-ce qu'on regarde? C'est quoi ce phénomène-là? Euh, Mon avis à moi, c'est que c'est ce que les early adopters euh, voient comme étant la V0 de la prochaine génération d'outils d'IA. Fait qu'est-ce qu'il a de si exceptionnel, ce projet-là, en fait? Qu'est-ce qui fait que les autres ne font pas? Et qu'est-ce qui génère autant d'attention? Ben, avant de rendre ça très explicite, j'aimerais prendre un pas de recul avec vous pour essayer de l'inscrire dans comme une tendance qu'on a observée dans les dernières années. Euh, Si on fait un zoom out, ça, vous reconnaîtrez le vieux UI de ChatGPT de 3 ans à peu près. C'est plus la même bête qu'aujourd'hui, là. À cette époque-là, ceux qui l'ont utilisé au début, là, c'était un game changer à l'époque, mais un game changer pour écrire nos courriels à notre place, pour corriger des fautes d'orthographe, composer des petites comptines, euh, mais pour lui faire faire de la vraie job, pour lui faire faire du vrai raisonnement, c'était pas ça, c'était limite au bout. Si on voulait l'intégrer à d'autres softwares, ça nous prenait de la donnée structurée, il fallait comme le supplier, là, lui demander, s'il te plaît, là, trompe-toi pas dans ton JSON, sinon je vais perdre ma job. C'est une joke, mais c'est pas une joke en même temps, là, parce que c'est vraiment ça que le monde faisait. Euh, Puis, ben, si tu voulais utiliser le output de cette vieille version-là, ben, tu allais dans l'application, tu faisais du copier-coller. C'était pas, il n'y avait pas vraiment d'enjeu de confiance, pas vraiment d'enjeu de gouvernance. C'était, oui, là, les gens pouvaient mettre leurs données là-dessus, puis ça stressait le monde, mais en dehors de ça, euh, c'était pas trop stressant. Ensuite est arrivé euh, les appels de fonction, le tool calling qu'on appelle. Euh, Dans le fond, c'est les labos d'IA, ils se sont rendus compte que, ben, OK, les gens, ils veulent brancher leur software sur nos modèles. Puis pour faire ça, ça prend une façon fiable de générer de la donnée structurée. Euh, Puis ça, c'est le pattern qu'ils ont décidé de prendre pour ça. C'est que tu peux donner à ton IA des fonctions. Fait que tu vas nommer, l'exemple que je donne, c'est une fonction qui s'appelle getWeather. Euh, Tu donnes une petite description. Bon, get current temperature for a given location. Puis après, tu lui dis, OK, ben, il y a un paramètre, c'est location. Puis donne-moi la ville, puis le pays, puis je vais te retourner la météo en ce moment à cette place-là. C'est un peu c'est ça qu'on réfère quand on dit du tool calling ou du function calling, c'est cette construction-là. Euh, Puis l'IA, dans le fond, apprend à nous redonner de la donnée structurée dans les schémas qu'on lui donne. Donc, mécaniquement, tu sais comment ça fonctionne? C'est que ben, j'ai mon code qui utilise le LLM, puis l'utilisateur il va parler à mon application. Puis à chaque message que j'envoie au LLM, ben, il vient aussi avec une liste de toutes ces définitions-là, toutes les fonctions. C'est comme dans l'exemple, si mon user il demande à mon robot ben, quelle est la météo à Paris,
Avec ce message-là, il y a cette liste d'outils-là qu'il peut utiliser, euh, dont GetWeather. Fait que là, l'LM va voir la question, quelle est la météo à Paris? Ben, il va nous dire, au lieu de nous répondre tout de suite, il va dire à notre application, ben, j'aimerais appeler GetWeather pour Paris. Fait que là, notre application reçoit ça du LLM. L'utilisateur ne s'en rend jamais compte. Là, notre application va implémenter cette fonction-là. Donc, on va probablement aller taper dans un API. On va aller parler à Météo Média, mettons. Puis, on va retourner la donnée au LLM. Puis, lui, ensuite, il va regarder ça. Puis, il va être en mesure de nous répondre avec son message final. Donc, bon, ben, à Paris, il fait beau et chaud. Fait que, mécaniquement, c'est ça le pattern. Fait en termes de confiance, de surveillance, ce que tu veux, ben, ça a certaines implications. L'IA est plus utile, si on veut, il y a un pouvoir d'action sur nos systèmes avec ça. Euh, mais à ce moment-là, les actions passaient toujours par notre code. En principe, pas besoin de lui faire trop confiance. On peut bâtir des validations, des contrôles à même nos tools, les outils qu'on lui donne. Fait que, c'est pas trop énervant. On ne voudrait pas, par exemple, laisser l'IA lancer du code que ce n'est pas nous qui own sur nos machines. Fait que, en tout cas, là, après, c'est MCP qui sont arrivés. Ça, vous en avez peut-être entendu parler aussi si vous suivez l'actualité de l'IA. Une fois que les tools sont devenus comme un standard d'industrie, ben, on s'est rendu compte que tout le monde était tout le temps en train de refaire les mêmes tools. Parce que tout le monde voulait ben, le brancher sur sa base de données, le brancher sur GitHub, le brancher sur AWS, peu importe. Fait que tout le monde se retrouvait à refaire la même affaire. Fait que là, c'est Anthropic, la compagnie derrière les modèles cloud, qui ont publié un standard pour essentiellement packager ces outils-là puis les rendre disponibles au modèle sous une interface qui est commune. Fait que ce soit ta BD, que ce soit GitHub, AWS, peu importe, ton API de météo, ça passe tout par le même chemin. C'est plug and play. Plus besoin de réinventer la roue à chaque fois. Tu peux encore faire des tools custom si tu veux. Puis ça, c'est pas parti. Mais pour les trucs très communs, ben, tout le monde utilise la même affaire. Ben. Encore une fois, ben, au niveau de la confiance, qu'est-ce que ça implique? Ben, c'est que là, maintenant, on n'a plus le code qui est exécuté. C'est du code open source. Ben, encore une fois, les side effects passent par du code qu'on peut paramétrer, du code qu'on peut review. À la limite, on peut le forker puis le modifier nous-mêmes. En termes de confiance, c'est pas si différent. C'est un pattern qu'on utilise déjà dans du développement logiciel fréquemment. Mais on doit s'assurer qu'on va faire confiance au MCP qu'on va installer. Fait ben, ma question, la slide d'avant, si on veut, on peut faire un amendement, on peut dire ben, à la place, on ne voudrait pas laisser l'IA lancer du code que l'organisation ne peut pas auditer préalablement sur nos machines. Right? Fait que là, après, sont arrivés les coding agents. Ça, c'est 2025 à peu près. Commençait à exister en 2024 puis à être utile un peu en 2024. Mais ils ont vraiment comme changé de régime en 2025. Ils ont vraiment explosé. Le poster child de ce nouveau type de software-là, ça s'appelle Cloud Code. Vous avez sûrement déjà entendu parler. On va en parler pas mal plus tantôt. Fait que Cloud Code, comment ça marche? Ben, c'est une app qui tourne sur un poste de développeur dans le terminal. Puis on peut y parler. C'est en mode chat aussi, comme ChatGPT. Puis elle va littéralement se promener dans tes projets, puis coder à ta place, répondre à tes questions. Fait il n'y a pas de magie là-dedans, il n'y a pas de rien de. Il n'y a pas de changement de paradigme, si on veut, au niveau de la technologie. C'est juste des meilleurs modèles qui permettent de leur donner plus de flexibilité et des outils plus puissants. Fait que, sur la slide, j'en liste quelques-uns. Cloud Code, read file, write file, edit file, il peut gérer ton système de fichiers. Quand tu codes, c'est juste ça que tu fais, là, modifier des fichiers. Fait il peut faire tout ça. Il a accès à Bash, à ton terminal. Fait il peut rouler des commandes. Encore une fois, c'est essentiel. Si tu veux un agent qui code pour toi, il faut qu'il soit capable de compiler, il faut qu'il soit capable de lancer les tests. Puis tout ça, ça passe par le terminal. Il aurait pu faire 75 outils différents pour rapper tous les frameworks possibles.
À la place, ils ont juste donné Bash. Qui couvre, dans le fond, ça permet d'appeler tous les outils que tu peux appeler dans le terminal. Puis, Web Search, ben, pour coder, il faut que tu sois capable d'aller chercher de la documentation, il faut que tu sois capable de t'informer sur comment les API et les librairies fonctionnent. Fait que ça vient avec aussi. Puis tout ça ensemble, c'est pas grand-chose, là, mais ça marche super bien. Puis, tu sais, pourquoi ça a explosé en 2025? C'est juste que les modèles sont devenus assez bons pour vraiment s'en servir, en tirer profit de cette flexibilité-là. Fait que là, ben, en termes de confiance, là, on commence à être dans un régime un peu plus stressant. Là. On lui donne immensément de flexibilité. Il peut sortir sur Internet, il peut rouler des commandes dans nos terminals. Le code qui roule même n'est pas nôtre. Ou en fait, c'est pas du code open source non plus, c'est du code qui est généré par l'IA 2 secondes avant d'être exécuté. Fait que ça roule sur nos laptops. Là. Euh, mais par contre, tu le vois tout le temps. Tu te demandes la permission quand il essaie de rouler des nouvelles commandes. Tu vois ce qu'il essaie d'exécuter. C'est facile à auditer pour le développeur qui est derrière le laptop. C'est presque impossible à auditer pour l'organisation. Fait bon, amendement 2, on ajuste le statement de tantôt. On ne pourrait pas laisser l'IA lancer du code que personne n'a jamais regardé sur nos machines. Right? Vous voyez où je m'en vais avec ça. Là? Je le ramène à OpenClaw. Ben, vous voyez la tendance, plus ça va, plus les modèles sont puissants, puis plus on a des bons résultats en leur donnant plus de flexibilité. Fait que OpenClaw, ce qu'il est venu faire, c'est qu'ils ont un peu dit what the hell, la sécurité, c'est l'autonomie complète. C'est un process persistant qui roule sur un serveur ou sur une machine, un laptop. Les gens achètent des Mac mini pour le rouler. C'est une identité persistante avec une mémoire, c'est-à-dire qu'il se rappelle les conversations qu'il y a avec toi. Il peut être proactif, c'est-à-dire il se réveille sans que tu lui parles nécessairement. ChatGPT ne va pas te texter le matin pour te rappeler de prendre un déjeuner nutritif, là, mais OpenClaw, lui, il peut le faire. Ensuite, il y a plein d'accès sur sa machine. En tout cas, les accès que l'utilisateur que tu lui donnes sur la machine va avoir, là, mais bref, il n'est pas limité en soi. Il peut faire ce qu'il veut, il peut changer son propre code quasiment, il peut changer ses configs. Une connexion Internet avec un browser. Puis tu peux parler sur les canaux de communication que tu veux. Ça peut être Teams, ça peut être SMS, ça peut être WhatsApp, peu importe. Puis il peut se connecter à peu près tout ce que tu vas oser lui donner. Ça peut être tes courriels, ça peut être ton Google Drive. Tu peux mettre en charge de piloter ton Smart Home Automation si tu n'es pas frileux. C'est vraiment l'approche Jesus Take the Wheel. Puis, oui, c'est un cauchemar de sécurité dans cette itération-là, certainement. Il y a plein d'articles dans les nouvelles de gens qui ont déployé ça sans trop savoir ce que c'est et qui se sont mis dans le trouble. Mais c'est ce que les gens semblent vouloir comme pattern, ne serait-ce que par le signal qu'on observe de la popularité sur GitHub. Puis, pour mettre un point sur l'anecdote, le gars qui a parti ce projet-là, c'est un projet open source. Ça n'a pas été acheté, mais le gars qui a parti le projet a été recruté par OpenAI pour être en charge du développement de ces agents-là au sein d'OpenAI. Ça donne une idée de la direction que ça suggère pour l'industrie. D'ici la fin de l'année, ce que je vous prédis, c'est qu'on va voir des gens prendre ce pattern-là puis essayer de l'adopter puis de le commercialiser en mode B2B, à l'avant-garde, pour les compagnies qui sont vraiment dans l'innovation. Puis la forme qu'on peut imaginer pour quelque chose comme ça, c'est des collègues artificiels. Vraiment une identité persistante dans vos tenants, avec une accumulation de connaissances d'entreprise. Ils se rappellent comment faire les choses, ils se rappellent qui sait quoi. Ils vont avoir un pouvoir d'action sur les systèmes informatiques que vous voudrez bien lui donner. Puis, il va avoir la capacité de se promener dans le tenant, d'aller parler à plusieurs personnes,
puis aller chercher de l'aide proactivement chez ses collègues. C'est-à-dire que c'est pas tout le temps le collègue qui va initier l'interaction. Des fois, ça va être le robot. Fait que, on peut imaginer un cas d'usage pour ça. Là. Euh, J'imagine que plusieurs d'entre vous ont déjà eu affaire à des Audi SOC 2 type 2. Euh, En tout cas, moi, j'ai eu affaire à ça dans mon ancienne vie. Là. Pour ceux qui ne sont pas trop familiers, un Audi SOC 2 type 2, ça va recruter plein de gens dans plusieurs verticales de l'organisation pour essentiellement faire une collecte d'informations puis prouver que tu as certains contrôles de gouvernance qui sont en place. Puis ça revient assez souvent, puis ça prend du temps. Puis aussi, c'est vraiment plate. Fait que, pour donner des exemples, dans mon ancienne vie, je le faisais pour AWS. Euh, fait que c'est des exemples de preuves qu'on peut être amené à aller chercher, c'est des exports de user, des configurations pour la journalisation, prouver qu'on est capable de capturer certains types d'événements. Vous voyez le genre. Fait c'est beaucoup d'aller chercher des exports dans les consoles, puis des screenshots. Puis, ça peut prendre une demi-journée, puis ça revient souvent. Fait que ça, c'est le genre de truc qui pourrait facilement être automatisé par un de ces collègues virtuels-là. Euh, on pourrait aussi l'automatiser avec du software classique. C'est juste que les gens n'ont pas tendance à nécessairement faire ça parce que ça peut changer rapidement, puis ça va être long à coder toutes les intégrations. Tandis que là, ça pourrait être fait ad hoc, avec une requête en langage naturel. Fait que c'est un peu la direction que je vois ça prendre. Puis, ça soulève un paquet de questions que je trouve super intéressantes sur la confiance, puis le contrôle des accès pour une affaire comme ça. Puis comprenez-moi bien, il y a un paquet de questions qui restent à élucider avant que qui que ce soit déploie des choses comme ça dans une organisation sérieuse, c'est certain. Euh, Par exemple, OK, si j'ai un collègue virtuel comme ça, est-ce que je le traite comme un collègue? Est-ce que j'y applique le modèle de confiance que j'appliquerais à un humain ou je le traite comme un système informatique? C'est pas évident, là, ça dépend. OK, est-ce qu'il peut parler à d'autres personnes? Est-ce que la privacy de mes données dépend de la capacité du LLM à ne pas les leaker? Si c'est ça, je vais le traiter d'une autre façon. Fait que le modèle de confiance doit être très clair, très explicite pour pouvoir savoir quelles données je peux lui partager, quelle action je peux lui permettre de faire pour moi. Puis, une autre question qui reste à répondre, c'est qui est ultimement responsable? Est-ce que le robot a comme un superviseur, un sponsor, si on veut, qui répond de ses actions, qui est ultimement responsable? Peut-être. Peut-être qu'il y aurait plusieurs robots aussi qui auraient tous des niveaux d'isolation un peu différents pour aller chercher comme un hybride entre un humain ou un modèle de confiance humain ou un modèle de confiance d'un système informatique normal. Point de réflexion là, avec un collègue humain, je fais confiance jusqu'à un certain degré, mais il existe toujours un risque de fuite ou d'abus de privilège accidentel ou intentionnel on ne peut pas faire autrement. On accepte le risque parce qu'on n'a pas le choix de travailler ensemble. Est-ce qu'on va se rendre là un jour avec ces systèmes-là? Peut-être, question ouverte, mais je trouve le point de réflexion super intéressant. Ça, c'était ma section tendance de l'industrie. Donc là, maintenant, je vais vous parler de qu'est-ce qu'on observe là, qui est un game changer dès aujourd'hui, là, qui livre la grosse valeur. Puis je vais vous faire l'étude de cas, si on veut, de l'industrie du logiciel. Parce que, un, c'est ce que je connais. Puis deux, c'est pas mal le ground zero là, pour la transformation de l'IA. Je vous ramène les agents de code. Là. Cloud Code, OpenAI sien, Codex. Il y en a des open source aussi. Open Code, c'est l'exemple du open source. On y a touché un peu plus tôt. Là. Mais ça vaut la peine d'en parler parce que c'est une bonne étude de cas pour comprendre, OK, c'est quoi l'impact que ça va avoir sur une industrie? C'est quoi comment ça se transforme dans le temps? Comment ça s'échelonne dans le temps? Déjà, on voit les headlines, là, les devs écrivent de moins en moins de code. Spotify says its best developers haven't written a line of code since December. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, ça?
En vérité, ça varie de spécialité en spécialité, de techno en techno, puis même de dev en dev. Puis vous allez trouver du monde pour vous dire que ça vaut pas de la merde, vous allez trouver du monde qui vont vous dire que ça fait des mois que j'ai pas écrit une ligne de code. Euh, Fait en tout cas, ça dépend à qui vous parlez, mais la tendance est assez difficile à nier, là. Ça sera pas trop long que plus personne va écrire du code à la main. Puis, dans mon expérience personnelle, je peux vous dire, 2025, c'était la dernière année où on n'avait pas le choix d'écrire du code par la main. Ça peut paraître presque choquant, là, mais à mon sens, dans mon quotidien, puis celui de mes collègues, c'est juste, c'est rendu la réalité. Puis c'est ça depuis à peu près la fin de 2025. Je pense que c'est autour de novembre-décembre, là, les modèles Claude Opus 4.5, euh, ça a été un game changer. Puis maintenant, on peut être vraiment plus hands-off. Mais ça ne veut pas dire que les développeurs sont rendus obsolètes, par exemple. Puis ça, c'est peut-être des nuances qui ne sont pas évidentes pour des observateurs extérieurs de l'industrie. Euh, Parce que la question est légitime. Si l'IA écrit tout le code, ben, qu'est-ce qui reste à faire pour les développeurs? Fait que, commençons par bien identifier vraiment qu'est-ce qui a été automatisé, là. Euh, Principalement, c'est de traduire mon intention en code source, le typing, là. C'est écrire les milliers de lignes de code qu'il faut qu'ils soient écrites. Mais si c'est traduire mon intention, il y a plusieurs façons d'énoncer son intention. Je peux faire à différents niveaux de détail. Je peux dire, hey, Claude, s'il te plaît, fais-moi une plateforme cloud, s'il te plaît, refais AWS. Vous pouvez vous douter qu'il y a beaucoup de choses qui s'en vont dans créer une plateforme comme AWS. Si je demande ça à Claude, je vais me casser la gueule. Euh, mais je peux aussi lui dire, dans le même pattern, hey, salut, on a besoin de mettre un log sur cette ressource-là dans le back-end. On dirait qu'on a une race condition. Tu sais, dans les deux cas, j'annonce une intention, puis l'IA va faire de son mieux, mais le niveau d'automatisation qu'on va essayer d'aller chercher n'est pas le même. Fait que c'est important de comprendre qu'on doit quand même le piloter. T'sais, on ne peut pas lui faire des demandes trop floues. Sinon, on laisse les statistiques du LLM prendre trop de décisions clés pour nous, puis on perd la qualité directe. Fait qu'on n'écrit plus les lignes de code, mais on doit encore comme piloter le design. Euh, Fait que, tu sais, ah oui, vas-y. J'ai une petite question pour toi, Nicolas. C'est super pertinent. Une Yes. question en ligne. Tantôt, tu parlais de SOC 2, là. Est-ce que Ouais. l'humain virtuel pourrait, comme un humain, modifier l'information demandée là, pour protéger l'organisation? Par exemple, cacher les C'est-à-dire lacunes d'éditeurs, là. Ouais, trafiquer des preuves, là. mettons. Ben, tu sais, ça revient à. Tu sais, je veux dire, c'est des modèles statistiques, là. Fait qu'au final, il y a toujours une chance. Euh, Puis, tu sais, j'ai l'impression que tu t'apprends à les connaître, ces modèles-là, là. Tu travailles avec, tu sais, bon, où est-ce qu'il faut que je fasse attention, où est-ce que je peux lui faire confiance. Euh, mais tu sais, pour aller chercher des exports, pour aller chercher des screenshots, tout ça, tu sais, si sa tâche, c'est d'aller chercher des screenshots, d'après moi, il va s'arrêter, là. Tu sais, t'es assez safe, là. Merci. Ben, ça fait plaisir. Euh, Fait que, ouais, où j'en étais, c'est oui, c'est ça. Fait qu'il faut encore piloter le design. On n'a pas le choix. Fait que c'est un peu où est-ce qu'on en est. Reste qu'un bon prompt précis qui est aligné avec l'architecture de mon projet, qui pouvait peut-être 10 lignes, peut facilement donner 1000 lignes de code. Fait que c'est dur d'avoir un exemple plus clair, plus concret d'un effet de levier, là. C'est vraiment un facteur multiplicatif pour ce qui est de output des lignes de code. Puis, on va le voir en 2026, la différence entre les équipes qui vont adopter ce pattern-là, ceux qui vont traîner la patte, va devenir évidente. Ça va être le jour et la nuit. Fait que c'est bien beau tout ça. Je vous donne des beaux facteurs de productivité, blablabla, mais on ne ressent pas encore l'impact dans l'industrie. On ne voit pas 10 fois plus d'updates de Windows, on ne voit pas 10 fois plus de compagnies de logiciels popper à gauche puis à droite. Euh, Puis pourtant, si on écoute les CEO de labo d'IA, là, ça devrait déjà avoir remplacé tous les travailleurs de la planète. Fait que, qu'est-ce qui se passe pour vrai?
Ben, c'est important de comprendre que faire du logiciel, c'est pas juste sortir des lignes de code le plus vite possible. Tu sais, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent là-dedans. Un design logiciel, c'est des milliers et des milliers de décisions à prendre. Tu sais, un bon développeur va savoir reconnaître lesquels comptent. Un bon développeur va prendre le temps d'étudier et de négocier les besoins avec son client. Ça se passe en dehors de son IDE, de son cloud, si tu veux. Il prend le temps de comprendre le problème en détail. Il prend le temps aussi, tu sais, explorer l'intersection entre le problème et la technologie. Ça va amener des limitations, des trade-offs vont devoir être faits, faut parler aux bonnes personnes, comprendre vraiment les besoins. Puis au final, toutes ces activités-là, si on veut, la recherche, etc., mais ça sert à construire sa compréhension pour que quand tu vas aller prompter ton agent de code qui va te sortir tes lignes de code, ben dans tes 10 lignes, il faut que les décisions importantes pour ton projet soient explicites. Tu ne veux pas les laisser aux statistiques du LLM. Tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu ne veux pas, tu lui dis. Puis c'est comme ça que tu vas avoir des bons résultats. Euh, fait que, tu sais, dans un sens, comme je disais, il faut piloter le design. Hein. Fait que la recherche de ce design-là, c'est une grosse partie du travail qui n'est pas visible nécessairement à l'extérieur ou qui est peut-être dans l'ombre de l'écriture des lignes de code. Puis l'analogie que je fais ici, c'est que s'il y a un musicien, un développeur doit encore composer la musique. Sinon, tu vas avoir quelque chose de vraiment dole. Vraiment, vraiment pas ce que tu veux. Il y a aussi les structures d'équipe dans les organisations qui font du logiciel qui évoluent pas super vite. Puis, les structures d'organisation, vous savez, c'est long à changer. Fait que le modèle classique, là, dans une équipe de produits qui fait du software, ben, tu vas avoir un rôle qui ressemble à un product manager. Puis le product manager, lui, il va cerner les besoins de l'utilisateur, puis il va les traduire en work items pour les devs. Fait que, traditionnellement, PM peut faire travailler peut-être 5 à 10 devs, mais ce ratio-là, il sort de l'époque où est-ce que les devs passaient plus que 50% de leur temps à coder. Fait que pendant que les devs codaient, le PM avait le temps d'aller faire ses recherches et blablabla. Euh, là, les organisations qui opèrent sous ce modèle-là vont se rendre compte que ben, leurs PM sont plus capables de garder leurs devs occupés. Les devs vont se tourner les pouces. Fait il va y avoir des corrections. Est-ce qu'il va y avoir plus de PM? Est-ce qu'ils vont essayer de faire plus de projets? Peut-être qu'il va y avoir moins de devs. Ils vont privilégier des devs plus polyvalents. Ça reste à observer. Cette correction-là, on observe déjà qu'ils engagent moins de juniors. Puis, c'est très clair quand on regarde les trends de hiring, mais ça casse un peu le pipeline de talent dans un sens. Parce que les années de formation de juste écrire de la syntaxe, ben, ils ne font plus de sens économiquement. Bon, qu'est-ce que ça va donner? Une autre question ouverte. Puis je ne peux pas parler des outils de code par l'IA sans vous parler un peu du vibe coding. Là. Il fallait que j'y touche, ne serait-ce qu'un peu. Ceux qui ne savent pas c'est quoi le vibe coding, essentiellement, c'est utiliser ces outils-là, euh, mais surtout de ne pas regarder le code. C'est faire comme si le code n'existait pas. Tu regardes juste le rendu dans un sens. Tu demandes à Claude, hey, fais-moi un site Internet sur les lapins, tu regardes juste la page web, puis il pourrait ne pas avoir de code en dessous. Puis, sur ma slide, je vais le mettre sur un spectre avec Tony Stark de l'autre côté qui travaille avec son Jarvis. Euh, c'est une autre façon d'utiliser euh, le même outil dans un sens. Tu peux être très intentionnel dans la façon que tu utilises ces affaires-là, qui est comme un peu l'inverse du vibe coding. Fait que, ce que je veux illustrer, c'est que c'est le même outil, il y a deux façons drastiquement différentes de l'utiliser qui n'ont pas du tout les mêmes résultats. Si tu fais juste du vibe coding, ben, ça a sa place, là, ça fonctionne vraiment pour plein d'affaires. Si tu veux juste un petit site Internet rapide pour ta business, tu veux un script, tu veux des affaires sur lesquelles tu n'auras pas besoin de construire sur le long terme, des affaires
Tu sais, j'en ai besoin là, puis après, je peux le jeter, ou j'en ai besoin là, puis je ne retoucherai plus. Il n'y a pas de problème. Vibe code away, amuse-toi, ça va te prendre 10 minutes, puis ça va livrer la vraie valeur. Mais pour un projet long terme, un projet de développement d'une plateforme sérieuse derrière laquelle il y a du vrai cash, ben là, ça commence à être un peu irresponsable. Parce que l'IA est telle que si tu ne surveilles pas son design, euh, elle a un biais pour la solution la plus rapide qui va régler le problème tout de suite, mais si tu fais ça là-dessus, non, 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 vous ne me voyez pas mimer. Si tu rajoutes des couches et des couches et des couches de petites solutions, euh, ça va devenir un mess. Puis ça ne sera plus maintenable. Puis même ton IA ne comprendra plus le mess qu'il a fait. Tandis que, ben, en utilisant le même outil, tu peux être très intentionnel dans les modifications que tu fais. Tu gardes la complexité sous contrôle. Tu gardes l'ownership des choix significatifs. Euh, puis tu vas avoir des super bons résultats. Fait que, tout ça pour dire que même outil, deux philosophies drastiquement différentes. Bon, fait que, comment approcher son premier projet d'IA en entreprise si vous n'avez jamais fait quelque chose comme ça avant? Je vais vous donner quelques pointers, quelques guidelines. Libre à vous de les suivre ou pas. Mais moi, c'est vraiment ce que je conseille aux gens qui viennent m'en parler. Ben, commence par choisir un use case. Quelque chose dans la business que c'est comme OK, ça fait chier, ça coûte cher, puis on ne veut plus le faire. Fait que, quelques signes que c'est un bon candidat, un use case est un bon candidat, ben, c'est quelque chose qui est probablement plate. Quelque chose qui est dull à faire, quelque chose qui est fait aujourd'hui, qui a besoin d'être fait, puis qui est fait par des humains. Euh, bon, de préférer quelque chose qui existe déjà à une nouvelle affaire qui on ne sait pas trop s'il va être utile, ça, c'est quelque chose qui a besoin d'être fait, puis en ce moment, il y a quelqu'un qu'on paye pour le faire. Que ce soit quelque chose qui est à base de données, parce qu'on ne demandera pas à l'IA d'aller couper des arbres. Idéalement, il faut que ce soit vérifiable, qu'on soit capable de facilement dire, ben, ouais, OK, l'IA a fait la bonne job, on peut y faire confiance. Si ça prend plus de temps à vérifier que c'est du bon travail que de vraiment faire le travail, c'est peut-être pas le meilleur cas. Puis, il faut que ce soit quelque chose qui soit réalisable en maximum quelques mois. Partez pas sur des projets de 5 ans. On peut aller chercher la valeur vraiment plus vite que ça. Fait que des exemples qui fit ces guidelines-là, de bons premiers projets que j'ai vus, c'est ben, le premier, c'est appliquer sur des appels d'offres. Une compagnie que j'ai vue qui appliquait toujours sur des appels d'offres, mais c'était toujours la même affaire. Essentiellement, les questions variaient d'appel d'offres en appel d'offres, mais ils bidaient pour leurs produits, puis leurs produits ne changeaient pas. Là. Fait que, juste automatiser ce processus-là, ben, on vient libérer des dizaines et des dizaines d'heures par mois de personnes qui faisaient juste remplir de la paperasse d'appel d'offres. Il y a accès aux anciens bids, il y a accès à un nouvel appel d'offres, fait un premier draft, puis le gars qui s'occupait de ça, ben, après, il peut aller vérifier, bon, ça fait du sens, ça fait du sens, ça fait du sens. Good. Fait que, c'est un quick win. Euh, une autre affaire que j'ai vue il n'y a pas longtemps, c'était les estimations de coûts. Puis, dans un mess de données, là, des feuillets de prix éparpillés partout, puis des feuilles de requis, blablabla, il fallait faire du cross-referencing dans toutes ces affaires-là pour estimer des projets. Ben, ça, c'est quelque chose qui est super bon pour automatiser, là, puis je suis sûr que personne ne s'ennuie de faire ça. Euh, Fait qu'une fois que vous avez votre use case, puis by the way, ça, c'est des bons premiers projets. Euh, il y a moyen de faire des projets bien plus ambitieux que ça, là, puis bien plus cutting edge, mais c'est vraiment, si vous voulez vous tremper l'orteil, là, puis minimiser les risques, maximiser le retour sur l'investissement, ça, c'est des bons guidelines à suivre. Euh, Puis ensuite, une fois que vous avez votre use case, il faut définir la portée du projet. Puis ça, c'est un des points sur lesquels j'appuie le plus tout le temps.
le meilleur prédicteur du succès d'un projet de logiciel, c'est la portée qu'on lui donne. Il faut que ce soit une portée qui est bien définie, que ce soit une portée qui est restreinte. Ça a l'air niaiseux, dit de même, là, mais ça demande de la discipline, là, surtout pour des gens qui aiment avoir des idées, là, qui sont enthousiastes pour ce qu'ils font. Là. C'est ce qu'ils veulent bien faire, ben, ça demande un niveau de discipline de dire non, c'est ça qu'on fait dans les 3 prochains mois, puis on rajoutera après. Tu sais. Fait que c'est ce que je veux dire par une, bien- une portée bien définie, bien restreinte. Un projet qui cherche à tout régler tout de suite, en mon sens à moi, c'est un projet qui est mort-né, où ça donne une affaire comme sa clé. Il ne faut pas faire ça. Fait que ce qu'on recommande, nous, c'est de commencer par la plus petite bouchée possible pour votre projet, là, ce qu'on appelle un MVP en anglais, un Minimum Viable Product. Fait qu'on peut regarder le petit diagramme, là. Je le trouve super bon. T'sais, le projet n'a pas besoin de couvrir toutes les fonctionnalités qu'on aimerait qu'il couvre. On peut commencer par la plus importante, puis les 6 autres viendront après. Il n'y a pas besoin d'être utilisable par n'importe qui. T'sais, les aveugles, pas de doigts, peut-être qu'ils n'ont pas besoin d'utiliser notre application mobile jour 1. Puis le design n'a pas besoin d'être super beau non plus. Il faut juste qu'on soit capable de montrer qu'on est capable de régler le problème, même si c'est un peu rough. Puis, on va le voir tout de suite. Est-ce que ce qu'on est en train de régler nous apporte vraiment de la valeur? Est-ce qu'on se trouve à l'utiliser ou ben là, on trouve que les couleurs ne sont pas à notre goût, fait qu'on s'en sert pas? Ben, peut-être que si c'est le cas, vous n'êtes peut-être pas en train de régler le bon problème. Fait que si vous êtes discipliné sur cette structure-là, vous faites votre MVP, puis vous pouvez voir, ben, dans le fond, on s'en sert tout le temps. OK, cool. Ben, c'est facile de justifier d'investir plus de temps, d'investir plus d'argent. Puis si personne se sert de la première version, ben, OK, peut-être qu'on n'est pas à la bonne place. Fait qu'il faut être super clair. Ce que mon projet inclut, c'est ça. Ce qui inclut pas, c'est ça. Puis si ça, c'est un succès, ben, on va rajouter telle affaire, puis ça va être vraiment cool. Mais commençons par l'essentiel. Puis finalement, ben, monter son équipe. Je vous laisse une petite quote qui est restée avec moi parce que je la trouve profondément vraie. Là. Il est possible de faire des grandes choses avec une petite équipe. Et il est impossible de faire des petites choses avec une grande équipe. Nous, nous, ce qu'on vous recommande, c'est de vous monter une petite équipe pour ce genre de projet-là. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de monde. L'essentiel, c'est une fonction domaine qu'on appelle en premier. Ça prend quelqu'un qui sait comment faire ce qu'on va essayer d'automatiser. Ça va de soi. Puis idéalement, cette personne-là devrait avoir une relation euh, avec les utilisateurs finaux de ce qu'on va produire, qu'on soit capable de leur parler. Puis on a la fonction dev. Ça prend quelqu'un qui va le faire. Ça peut être une personne, ça peut être 2 personnes, ça peut être 3 personnes. Le nombre n'est pas important. Le plus bas, c'est toujours le mieux. Euh, mais ça prend le bon mix de compétences dans l'équipe. Minimalement, il faut savoir travailler avec l'IA, savoir architecturer puis coder une application. Puis il faut savoir piloter le déploiement dans vos environnements de choix. Si vous êtes capable de retrouver tous ces critères-là dans une seule personne, fantastique. Votre projet il va être d'autant plus facile. Peut-être que vous avez besoin d'aller chercher 2 personnes pour cocher tout ça. Ça va aussi. Si vous êtes rendu à 10, là, peut-être qu'il y a des questions à se poser. Plus de tête, c'est pas nécessairement plus de vélocité. Puis c'est d'autant plus vrai aujourd'hui, maintenant que le bottleneck, c'est plus juste la quantité de code qu'on est capable de produire. Fait que ça, c'est votre noyau pour votre équipe. Puis après, il y a d'autres rôles qui vont être appelés à intervenir ponctuellement de façon comme auxiliaire, c'est certain. Il va y avoir des fonctions de gouvernance et blablabla qui vont venir intervenir. Puis ça, c'est certain. Mais ça ne devrait pas être du monde à temps plein sur cette équipe-là. C'est des interventions ponctuelles. Puis, j'en parlais à ma blonde, puis elle est comme, ben, c'est comme quand tu fais du pain. Tu as besoin de comme tes 3 ingrédients de base. Tu peux rajouter des raisins, tu peux rajouter du chocolat, mais à un moment donné, si tu te retrouves à rajouter de la laitue puis du poulet, ben là, c'est plus du pain que tu es en train de faire. Et que je trouvais l'analogie comique. Là. Fait que, vous gardez ça concentré, ça permet d'aller rapidement, contrôler les coûts, minimiser le risque. Ça, c'est les meilleurs conseils que je peux vous donner pour votre premier projet d'intelligence artificielle.
Fait que c'est tout pour ma présentation. Ben, merci de m'avoir écouté. Si vous voulez en jaser ou juste me faire vos commentaires, si vous avez aimé ou détesté, vous pouvez m'écrire, mon adresse est là. Ben, merci encore d'être venu m'écouter. Je suis là pour les questions si vous en avez.